À Gizeh, peu après la Seconde Guerre mondiale, le service des antiquités égyptiennes avait élaboré un plan pour débarrasser plus d'un siècle de décombres accumulés dans la région autour de la Grande Pyramide. Au cours de ce siècle, les archéologues fouillant dans les tombes de la nécropole avaient utilisé la zone des pyramides comme un dépotoir pratique pour leurs débris. Le sable soufflé par le vent provenant du désert s'était accumulé sur ces tas et avait formé de grandes dunes d'environ 20 mètres de haut. Tout cela devait être dégagé, mais ne pouvait être fait négligemment ou avec des bulldozers, car les tas de sable et de gravats pouvaient bien cacher des artefacts ou d'autres informations dont l'importance n'aurait pas été apparente pour les premiers fouilleurs. Pourtant, rien d'intéressant n'était apparu, lorsqu'au début du printemps 1954, les ouvriers commencèrent à terminer le travail au niveau de la face sud de la pyramide, sous la direction d'un jeune journaliste, architecte et archéologue nommé Kamal El-Malak. Dès qu'il comprit que la section sud du mur de délimitation était bien plus proche de la Grande Pyramide que la section nord ou ouest, Malak fut convaincu que le mur avait été construit pour dissimuler quelque chose. Il était d'ailleurs depuis longtemps fasciné par l'existence des fosses à bateaux, en lien avec les pyramides de la 4e dynastie. Il y avait donc les 3 fosses vides connues depuis longtemps, 2 devant le temple funéraire de la Grande Pyramide et une alignée avec la chaussée. Après avoir dégagé le mur sud en le nettoyant de ses débris environnants, les ouvriers de Malak ont trouvé en dessous une couche de terre battue, un mélange de gravats et de boue ordinaire séchée au soleil, jusqu'à devenir une surface dure. Malak sonde alors avec un bâton pointu à travers cette boue séchée et trouva des traces de mortier rose clair composé de sulfate de calcium et d'oxyde de fer, une sorte de ciment dur caractéristique utilisé dans l'Ancien Empire. Alors que les ouvriers dégageaient la couche de terre battue, d'immenses blocs de calcaire apparurent, dépassant du plateau comme les touches cassées d'un très vieux piano. Il y avait 2 ensembles de pierres, 40 à l'ouest et 41 à l'est, couvrant apparemment 2 fosses distinctes, avec une cloison entre les 2 fosses qui tombait précisément le long de l'axe de la face sud de la pyramide. Sur l'un de ces blocs, légèrement dépassant des autres qui couvraient la fosse est, Malak pouvait lire à l'envers une partie d'un cartouche avec le nom royal du roi Djedefre, 3e dans la lignée des rois de la 4e dynastie et fils héritier de Khéops. Kamal El-Malak était désormais certain que les blocs recouvraient 2 fosses à bateaux. Il obtient donc la permission du service des antiquités de percer un trou dans le 22e bloc du groupe oriental de pierre. L'ouverture de la fosse s'est faite vers midi le 26 mai 1954. Pendant plusieurs jours, les ouvriers de Malak avaient ébréché la grande pierre, lentement et avec prudence, car il était impossible de savoir exactement à quelle profondeur se trouvait la pierre, ni quel dommage un fragment tombant pourrait entraîner sur ce qui était caché en dessous. À ce moment-là, Malak prit lui-même le marteau et le burin. Lorsque le dernier fragment tomba, il n'y avait rien à voir, sauf un trou sombre dans la pierre. Malak ferma les yeux, puis dit ces quelques mots. J'ai senti de l'encens, une odeur très sainte. J'ai senti le temps. J'ai senti l'histoire. N'étant toujours pas capable de voir quoi que ce soit à l'intérieur du trou, il prit son miroir à barbe et y refléta un rayon de soleil dans l'obscurité de la fosse. La lumière tomba précisément sur la pointe d'une pale, l'une d'une paire de gouvernails ou de rames de direction qui mesuraient plus de 6,5 mètres de long et sculptées, manche et lame compris, dans un seul morceau de cèdre du Liban, se trouvant là où elle avait été placée 4500 ans plus tôt par les ouvriers de la nécropole de Gizeh, qui avaient enterré le navire. Une photographie précoce, prise avant que la fosse ne soit complètement dégagée, regardant vers l'est, vers la poupe, révèle l'état remarquable de conservation des bois anciens du navire. La découverte du bateau a été un événement d'importance nationale. Le service des antiquités avait enfin réalisé que le fossé abritait une pièce unique du monde ancien. Un comité pour superviser l'excavation et la restauration des 2 bateaux fut rapidement formé, en mobilisant toute l'expertise dont le service pouvait disposer. Un hangar avait été érigé au-dessus de toute la fosse à bateaux pour protéger ce qu'elle contenait.
Grâce aux grues mécaniques et à d'énormes pinces en acier qui s'adaptaient aux extrémités des blocs, avec aussi l'aide de cordes, il fallut seulement 2 mois pour enlever les grandes pierres. Elles ont ensuite été déposées sur des rouleaux en bois, comme l'auraient fait les anciens Égyptiens. Leur longueur est d'environ 4,50 m, pour une largeur de 85 cm, avec une épaisseur moyenne d'1,50 m. Le calcaire de Toura utilisé pour ces dalles a une densité moyenne d'environ 2,5 à 2,6 tonnes par mètre cube. Le poids estimé par bloc est donc compris entre 14 et 16 tonnes. On peut alors se demander pourquoi des blocs aussi lourds ont été utilisés. Ces blocs n'étaient pas seulement des couvercles, ils avaient un rôle structurel et peut-être aussi symbolique. Le poids et l'ajustement précis, souvent scellés au plâtre, permettaient de protéger le bois de cèdre de la barque de l'humidité, du sable et des pilleurs. En effet, déplacer de telles masses sans équipement spécifique était quasiment impossible une fois les blocs posés côte à côte. Notons tout de même la capacité des anciens Égyptiens bâtisseurs à tailler, extraire, acheminer et positionner en toute confiance ces blocs au-dessus du contenu fragile dans la fosse, qui aurait été réduit en fragments si le moindre calcul erroné avait fait glisser une pierre. On peut aussi voir sur une photo récente des encoches en forme de U, sur le côté des blocs. Elles servaient probablement pour manœuvrer ces monolithes lors de leur descente sur la fosse avec des cordes et l'aide de cales ou poutres en bois qui étaient positionnées pour retenir les dalles afin de faciliter l'assemblage. Ensuite, une foule de journalistes, de dignitaires, diplomates, politiciens et archéologues s'étaient rassemblés pour le retrait cérémoniel des clés de voûte et du premier grand bloc le 23 novembre 1954. Le 28 janvier 1955, la dernière pierre a été retirée, et il est devenu possible, pour la première fois, d'obtenir une vue d'ensemble de la fosse avec son contenu. Les chercheurs ont pu voir sur ces blocs des hiéroglyphes griffonnés en ocre rouge qui contenaient apparemment des références à des mesures en coudées, ainsi que des instructions, des contremaîtres sur la manière dont les pierres devaient être extraites puis assemblées. Le cartouche royal de Djedefre apparaît à nouveau, le même cartouche que Malak avait identifié lorsqu'il avait découvert ces dalles pour la première fois. Il fallait maintenant retirer toutes les parties en bois du bateau. Ce fut une opération extrêmement délicate, mais cela n'a pu être fait avant décembre 1955 et durera jusqu'à juin 1957. Beaucoup de choses avaient été accomplies pendant ce temps, comme la construction d'un véritable hangar de restauration au-dessus de la fosse, ainsi que le retrait et la consolidation avec de la résine des nattes et cordages qui étaient placés sur la couche de bois la plus haute. Non sans mal, et avec un grand soin, les 13 couches de pièces de bois du bateau empilées, rangées par taille de 10 cm à 33 mètres, ont été photographiées puis retirées de la fosse. À mesure que chaque pièce était retirée, décrite et traitée, elles étaient placées dans l'atelier dans un ordre suivant, autant que possible, l'ordre établi dans la fosse. Les chercheurs ont aussi trouvé 12 rames faites chacune d'une seule grande pièce de bois, ainsi que des dizaines de mètres de cordes enroulées. Il était clair que tout ce cordage était utilisé pour maintenir les bois du navire ensemble. C'étaient des bateaux cousus. D'ailleurs, de nombreux morceaux ont été déposés, reliés entre eux avec des cordes. Enfin, tout était prêt pour commencer la restauration et la reconstruction du navire. Mais avant de se mettre à l'œuvre pour ce chantier hors du commun, Ahmed Youssef Mustafa entreprend une longue recherche de documentation sur les techniques de construction des bateaux dans l'ancienne Égypte. Il apprend ainsi que les techniques mises autrefois en œuvre devaient permettre un démontage et remontage facile des bateaux pour les transporter dans le désert et surmonter par exemple l'obstacle des cataractes sur le Nil. Après 2 longues saisons de fouilles, la grande fosse sur le côté sud-est de la pyramide se retrouvait enfin vide. Longue de 32 mètres et demi et large de 5 mètres, elle contenait 651 éléments du bateau, tels que des portes de cabine, des parois, des trappes et des ponts, qui, une fois démontés, représentaient 1224 pièces individuelles. Ceux-ci étaient principalement en cèdre du Liban, un bois imputrescible, bien qu'il y eût des petites pièces en acacia et sycomore, mais plus rares. Si les bois et cordages ont été aussi bien conservés, c'est parce que la fosse était parfaitement étanche à l'eau et à l'air. En 1965,
l'analyse par le laboratoire de l'Université de Pennsylvanie d'un échantillon de bois de cèdre prélevé sur la barque de Khéops a produit une date au carbone 14 de 4650 ans après calibration. Ce résultat vieillit la barque d'environ un siècle par rapport à la chronologie communément admise. Un écart qui s'explique logiquement par l'effet vieux bois. Cet écart est courant car le bois de cèdre était précieux et souvent réutilisé sur plusieurs générations, ou provenait du cœur d'un arbre très vieux au moment de la coupe. 2 échantillons de cordes en fibre végétale ont aussi été analysés. La première donne une date d'environ moins 2518 ans, et la deuxième moins 2773 ans après calibration. Mais l'écart entre ces 2 dates n'a pas été expliqué. À l'abri de l'air et de la lumière, le gigantesque puzzle parfaitement conservé était prêt à être remonté. Sous la supervision du docteur Iskander, les pièces ont également été traitées, si nécessaire, avec de la résine pour la conservation et la consolidation, et avec une solution de DDT à 2%, pour réduire le risque d'attaque d'insectes. L'énormité de la tâche à accomplir pour reconstruire le navire paraissait très compliquée. Néanmoins, après plusieurs tentatives, d'essais, erreurs, Ahmed Youssef Mustafa était certain que le puzzle pouvait être résolu, et tout aussi sûr que la solution se trouvait là, dans les bois même du navire. En effet, les différents éléments de la superstructure se trouvaient dans les couches supérieures, tandis que les pièces de la coque reposaient au fond de la fosse. Un autre indice pour la reconstruction résidait dans le fait que de nombreuses pièces de bois du navire avaient été marquées de signes hiératiques pour indiquer à quelle section du navire elles appartenaient. Les différentes étapes de la reconstruction ont permis notamment de comprendre que la structure interne du navire royal était maintenue ensemble en partie par des chevilles en bois, mais plus important encore, par un système de cordes cousues à travers des trous qui ne traversent pas la surface extérieure du bateau. De longues et fines lattes hémisphériques sont attachées sur chaque joint, rendant le calfatage inutile. Des membrures insérées dans la coque, pour la renforcer, supportent une série de montants, qui à leur tour portent le poids de la lisse centrale qui s'étend sur toute la longueur du navire. Aujourd'hui, les constructeurs comptent sur des clous, et les bateaux modernes sont presque toujours construits autour d'une structure au squelette. Mais les anciens bateaux comme celui de Khéops ont été construits avec des cordes en tissant ensemble des épaisses planches extérieures. Il s'agit donc d'un échantillon? Oui, juste un échantillon. Vous remarquez à quel point il est épais pour sa largeur. Les planches sont très massives, j'ai remarqué qu'il y a des trous. Il s'agit d'une réplique d'une ancienne planche du bateau de Khéops, et les tenons ne sont pas en place. Donc pas de clous? Non, pas vraiment. Les trous le long du bord étaient faits pour les joints à mortaise. Le bateau prend forme, donc vous avez des trous supplémentaires qui ont permis aux Égyptiens de tisser les planches ensemble. Par précaution supplémentaire, des roseaux ont été fourrés dans les coutures. Maintenant que c'est calfeutré, avec la pression exercée sur celui-ci, c'était l'une des choses qui empêchait l'eau d'entrer. Enfin, des traverses ont été ajoutées pour fournir un soutien interne. Je vois ce que vous voulez dire. C'est juste tout à fait remarquable. Le service des Antiquités a donné 3 ans à Ahmed Youssef Mustafa pour mener à bien sa tâche. En réalité, il lui faudra plus de 14 ans, compte tenu de la complexité des différentes étapes de reconstruction. Et il fabriquera aussi une maquette du fameux bateau. Le navire achevé pèse environ 20 tonnes. Il mesure 43,4 mètres de long et 5,9 mètres de large. Sa profondeur, mesurée verticalement juste derrière le milieu du navire, est de 1,78 m. Son tirant d'eau maximal est de 1,48 m et son déplacement est d'environ 45 tonnes. La barque solaire de Khéops a ensuite été exposée pour la première fois dans son musée devant la pyramide en 1982. Voici quelques images du fameux bateau après reconstruction.
barque royale resta à cet endroit pendant près de 40 ans. Mais en 2021, la décision fut prise de la transférer vers sa nouvelle demeure, le tout nouveau Grand Musée égyptien, lors d'un voyage spectaculaire qui dura 48 heures. Concernant la signification et les croyances du pourquoi les anciens Égyptiens ont décidé d'enterrer des navires aux abords des pyramides, eh bien, écoutons les explications de l'égyptologue Salima Ikram et aussi de Cheryl Ward. Khéops était roi et dieu. À sa mort, il devait ne faire plus qu'un avec le dieu du soleil. En montant au ciel, le pharaon rejoint le dieu solaire Ra. Une fois unis, ils parcourent ensemble le ciel chaque jour. Et pour cela, selon la croyance des Égyptiens, il leur faut un immense navire. La construction de ce bateau était parfaitement logique pour les Égyptiens. Pour eux, ce voyage à travers le ciel ne se faisait pas en volant, mais en naviguant sur les rivières censées entourer notre monde. Dans la croyance égyptienne, la présence de ce navire a un but très concret. Il servira dans l'au-delà. Khéops était roi et dieu. Donc il aurait besoin de ce navire pour se déplacer, aller voir des gens. Mais surtout, il ne ferait plus qu'un avec le dieu solaire. La barque solaire de Khéops est censée servir à transporter son maître à travers le ciel. Elle a donc un rôle crucial dans la religion, mais cela représente aussi autre chose. Les navires et l'eau sont des éléments primordiaux dans la vie des Égyptiens. La barque de Khéops est une preuve fabuleuse de l'importance du Nil dans l'Égypte antique. Les bateaux renvoient au Nil, et le Nil, c'est l'Égypte. Pour les Égyptiens, le Nil apporte la nourriture et l'eau et permet l'irrigation. Mais surtout, il leur permettait de se déplacer à travers le pays. Le Nil fait le lien entre le nord et le sud de l'Égypte. Il permet aux Égyptiens d'échanger avec le monde extérieur. C'est la richesse apportée par le fleuve qui permet à cette civilisation de grandir. Le commerce fluvial fournit au pays de grandes ressources qui permettront aux pharaons de bâtir un empire. L'importance des bateaux dans l'Égypte antique est évidente lorsque l'on observe les peintures murales partout dans le pays. En revanche, l'art ne peut démontrer les technologies ingénieuses utilisées pour bâtir des vaisseaux aussi impressionnants. Eh bien, après toutes ces explications, intéressons-nous maintenant à la deuxième fosse côté sud-ouest, qui n'avait d'ailleurs pas été fouillée par Malak à son époque, bien qu'il pensait qu'elle contenait aussi un navire. En 1987, une équipe japonaise de l'université de Waseda, dirigée par le docteur Sakuji Yoshimura, décide d'utiliser un radar à ondes électromagnétiques de dernière génération, pour étudier les conditions souterraines sans avoir à creuser. En explorant la zone où ils pensaient que le second navire était enfoui, une forme d'onde indiquait sur l'écran la présence d'une fosse à bateau. Le service des antiquités donna donc l'autorisation de percer un petit trou d'environ 10 cm de diamètre, dans l'une des pierres de couverture scellant cette deuxième fosse. En observant à l'intérieur avec une caméra endoscopique, les chercheurs ont pu voir la présence de bois similaires à se trouver dans la première fosse, mais en plus mauvais état. La deuxième barque attendait donc à cet endroit depuis plus de 30 ans. En 1994, quelques petits échantillons de bois ont été prélevés à travers ce trou. Des analyses ultérieures au carbone 14 ont donné une date de 4600 ans. Cette étude a aussi montré une diminution sérieuse de la cellulose. En effet, la fosse n'était pas étanche. Des traces d'inondation étaient visibles sur le mur latéral, et aussi la présence de contamination provenant de l'air extérieur. Laisser les bois de cèdre sur place provoquerait une nouvelle dégradation et destruction. Il a donc été décidé de traiter la fosse contre les insectes, mais aussi que les bois devaient être retirés et conservés. Obtenir les autorisations et les budgets pour fouiller à Gizeh peut être très long et compliqué. C'est le moins que l'on puisse dire. En 2010, un grand hangar climatisé fut installé avec une grue à portique pour soulever les pierres de couverture. En 2011, 35 dalles sur 40 ont été retirées puis stockées à l'extérieur du hangar.
Elles étaient d'ailleurs similaires en poids et taille à celles de la première fosse. L'événement a été médiatisé sous la supervision du docteur Zahi Hawass. Et comme pour la première fosse, les chercheurs ont constaté sur 19 blocs la présence de graffitis écrits à l'encre rouge ou noire, qui comportaient bien sûr des marques de carrier et de maçon, mesures et lignes de référence pour la construction. Il est notable que parmi ceux-ci se trouvaient 11 cartouches portant le nom de Jedefre et 4 de Khéops. Mais plus important encore, il apparaît une date, le 19e jour du premier mois de la récolte, Shemu, de la 14e année du règne du roi. Après plusieurs mois de dur labeur pour retirer les blocs, la récupération des bois du navire pouvait commencer. Il y avait 13 couches empilées et environ 1700 pièces, dont 8 longues rames d'environ 7 mètres de long et 52 plus courtes, entre 3 et 4 mètres. Les chercheurs ont aussi découvert des anneaux en cuivre, qui n'étaient d'ailleurs pas présents sur le premier navire. Certains étaient fermés et d'autres prenant la forme d'un U. Selon Yoshimura, ils étaient probablement utilisés pour fixer les rames et empêcher le bois de la rame de ronger celui de la barque. La pièce que nous avons vue est différente des autres pièces et est spéciale. Il y a deux types de pièces métalliques. La première est en forme de S et a probablement été utilisée afin d'éviter le frottement entre la lame et le bois. Il y avait aussi des anneaux métalliques qui servent de verrou entre les segments. Ces types d'anneaux ne sont pas présents dans le premier bateau. Ces pièces métalliques fourniront des informations sur l'histoire des bateaux en Égypte et l'histoire de la voile dans l'Égypte ancienne. Ce deuxième bateau a presque la même taille que le premier, et il était aussi assemblé par ligature, c'est-à-dire cousu. Ici, on voit deux encoches à 45 degrés, l'une dans un sens, l'autre dans le sens inverse. Elles servaient à passer des cordes. Ces encoches ne servaient pas à introduire des ténons en bois ou en métal, mais à faire coulisser des cordes. Les pièces retirées ont été conservées et restaurées dans un laboratoire temporaire et sont maintenant stockées dans l'entrepôt du nouveau Grand Musée égyptien, pour que les touristes puissent observer la reconstruction. L'achèvement des travaux est prévu pour la fin d'année 2027. Pour la première fois au Grand Egyptian Museum, les visiteurs assisteront en direct à l'assemblage du navire, en voyant le premier navire du roi Khéops assemblé, et au cours de leur visite, ils verront également des restaurateurs égyptiens et japonais assembler le second navire. Dans leur fosse, ces deux navires avaient leurs proues tournées vers l'ouest. Dans la vision du monde de l'Égypte ancienne, l'ouest où le soleil se couche signifie l'autre monde. Sakuji Yoshimura explique que le second navire devint un vaisseau de puissance et pourrait être interprété comme tirant le vaisseau solaire avec les dieux et le roi à bord. Il dit aussi que l'ensemble des deux navires s'appelle le vaisseau du soleil. En effet, Pharaon avait besoin de deux navires, car comme le dieu solaire Ré qu'il incarnait, il devait accomplir une course éternelle. Il lui fallait donc une barque pour le jour et une autre pour la nuit. Yoshimura pense aussi que c'était en fait un bateau utilisable capable de flotter sur le Nil. Mais jusqu'à présent, aucune trace n'a été trouvée. Toutefois, au cours de la restauration, de nouveaux faits peuvent être découverts. Pour finir, les anciens Égyptiens savaient naviguer. Et pour cela, ils fabriquaient différents types d'embarcations. Plusieurs modèles de bateaux ont d'ailleurs été retrouvés en fouille par les archéologues, comme par exemple ce remarquable bateau en bois cousu, estimé à 5000 ans, découvert près de la nécropole de Saqqara. Ou bien encore, la flotte de 14 navires mis au jour dans le désert près d'Abydos. Mais aussi les bateaux découverts à Dachour, datant probablement de la 12e dynastie. Les plus petits étaient fabriqués en papyrus et roseaux. Ils étaient utilisés principalement pour la pêche et leur permettaient d'aller facilement d'une rive du Nil à l'autre. Pour des voyages plus longs,
il fallait des bateaux plus solides, qui étaient confectionnés en bois et équipés de voiles. Ils étaient aussi démontables pour être transportés sur la terre ferme. Ainsi, les anciens Égyptiens pouvaient acheminer des marchandises sur de plus longues distances. Pour aller vers le nord, il leur suffisait de se laisser porter par le courant. Et pour naviguer en direction du sud, ils utilisaient les voiles et les rames. D'ailleurs, très tôt dans l'histoire de l'Égypte antique, des expéditions ont été organisées sur des sites du Sinaï comme le Wadi Maghara, connu pour ses mines de turquoise et de cuivre. Il fallait que les anciens Égyptiens répondent aux besoins d'une industrie naissante afin de pouvoir confectionner plus d'outillages, d'armes et de bijoux. Mais ce n'est pas tout. L'Égypte avait aussi besoin de bois et devait importer les poutres et planches nécessaires à la construction de bateaux, à la couverture des temples, palais et bâtiments d'envergure que les pharaons faisaient édifier. En effet, l'Égypte a toujours été un des plus gros consommateurs. Ils ont donc importé du bois de pin, mais aussi d'autres conifères dont le genévrier et le cèdre. La plus ancienne mention d'importation de bois du Liban est évoquée dès la première moitié du IIIe millénaire et se trouve sur la fameuse pierre de Palerme, un document exceptionnel, malheureusement fragmentaire. En effet, plusieurs événements sont gravés à la ligne 6, ou 6e registre, dont un survenu dans l'an 12 du règne du pharaon Snéfrou. Il est écrit que ce roi a organisé plusieurs expéditions et fit venir 40 bateaux remplis de bois de cèdre de Byblos, le Liban actuel. Avec ce bois, qui était indispensable notamment pour les chantiers, Snéfrou a fait construire des bateaux de 100 coudées de long, ce qui est considérable, mais aussi les portes du palais royal ainsi que ses pyramides. Et bien voilà pour ce documentaire sur les barques royales du plateau de Gizeh. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de laisser votre meilleur commentaire. Merci à tous pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines publications.